Je me suis réveillé avec une douleur atroce dans la poitrine. J'ai pensé que ce n'était que de la fatigue. Après tout, porter des sacs de ciment toute la journée n'est pas une tâche pour un homme de 55 ans. Mais quelque chose était différent. La douleur irradiait dans mon bras gauche. Ma respiration devenait lourde. J'ai essayé de me lever du lit, mais mes jambes ont flanché. J'ai à peine réussi à attraper le téléphone sur la table de chevet et à appeler mon ami proche, Jean-Pierre. « Je ne me sens pas bien, mon ami. Aide-moi », fut tout ce que j'ai pu dire avant de m'évanouir. Je me suis réveillé 3 jours plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des tubes partout, un bip constant et agaçant à côté de moi. Le docteur Martin, un homme aux cheveux grisonnants et aux petites lunettes, m'a expliqué que j'avais eu un infarctus aigu. C'était de justesse, monsieur Antoine. Si votre ami n'était pas arrivé rapidement, vous ne seriez pas là à me parler. Je suis resté hospitalisé 2 semaines. Je pensais sans cesse à mes fils, Léo et Hugo. Léo, à 24 ans, travaillait déjà dans une entreprise informatique. Hugo, 19 ans, était en première année de licence de gestion. Depuis que Isabelle, mon ex-femme, est partie à Lyon avec ce vendeur d'assurance, j'ai élevé les garçons seuls. Ce ne fut pas facile, mais je pensais avoir fait du bon travail. Pendant mon hospitalisation, ils sont venus me voir quelques fois. Léo semblait inquiet mais toujours pressé. Hugo passait plus de temps sur son téléphone qu'à me parler. J'ai mis cela sur le compte de la peur, de la jeunesse. Ils ne savent pas comment gérer la possibilité de perdre leur père, pensais-je, justifiant leur comportement distant. Quand j'ai enfin eu mon congé, le docteur Martin a été catégorique. « Monsieur Antoine, vous avez besoin de repos absolu pendant au moins 1 mois. Pas de travail physique, pas de stress, des médicaments à heure fixe et une alimentation contrôlée. » J'ai tout accepté. La mort était passée trop près, et je ne voulais pas lui donner une autre chance. Je pensais avec tendresse à ma petite maison simple dans le quartier du Marais. J'imaginais que mes fils, qui vivaient avec moi, prendraient soin de moi pendant cette période difficile. Après tout, combien de nuits avais-je passé éveillé quand ils étaient malades? Combien de jours de travail avais-je manqué pour les emmener chez le médecin ou aux réunions de l'école? Le taxi s'est arrêté devant le portail de la maison. J'ai payé avec difficulté, les mains encore tremblantes. J'ai ouvert le portail rouillé que j'avais toujours promis de réparer sans jamais en avoir le temps. L'herbe du petit jardin de devant était haute. Bizarre, pensais-je. Léo la tondait toujours le week-end. J'ai ouvert la porte avec mes clés et l'odeur m'a frappé comme un coup de poing. Nourriture avariée, poubelles accumulées, moisissures. Le salon était un chaos. Des assiettes sales empilées sur la table, basses, des canettes de bière vides, des boîtes de pizza. Le canapé où je somnolais en regardant la télévision le dimanche était couvert de vêtements sales. « Léo ? Hugo ?» ai-je appelé, ma voix encore faible à cause de l'intubation. Silence. J'ai marché lentement jusqu'à la cuisine. Pire encore. L'évier débordait de vaisselle sale. La poubelle était si pleine que des sacs supplémentaires s'accumulaient à côté. Sur la cuisinière, une casserole contenait ce qui avait dû être du riz, maintenant couvert d'une couche verdâtre. J'ai monté les escaliers avec difficulté, m'appuyant sur la rampe. La porte de la chambre d'Hugo était fermée, mais je pouvais entendre le son d'un jeu vidéo. J'ai frappé doucement. « C'est qui ?» a répondu la voix agacée de « Mon fils cadet ?»« C'est moi, mon fils. Je suis rentré de l'hôpital. » Un moment de silence, puis le son du jeu a diminué. La porte s'est ouverte et Hugo est apparu, les cheveux en désordre, un t-shirt sale. « Salut, papa !» Ni un câlin, ni un sourire de soulagement. Juste ce salut sec. « Je suis à la maison » ai-je dit, essayant de cacher ma déception. « Où est ton frère ?» Il est sorti avec sa nouvelle copine. Il a dit qu'il reviendrait demain. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour discuter. Je vais me reposer un peu. Le médecin a dit que j'avais besoin de repos. D'accord, a-t-il répondu en refermant déjà la porte. Je suis entré dans ma chambre et j'ai failli pleurer. Le lit était défait, avec des draps que je ne reconnaissais pas. Par terre, encore des vêtements sales, certains à moi, qu'ils avaient probablement pris dans le panier à linge sale quand les leurs étaient finis. Sur la table de chevet,
Les cadres avec des photos des garçons petits étaient retournés, couverts de poussière. Je me suis assis sur le bord du lit, épuisé, le cœur serré d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'infarctus. La maison, que j'avais entretenue avec tant de sacrifices pendant tant d'années, ressemblait à un lieu abandonné. Et mes fils, pour qui j'aurais donné ma vie, sans hésiter, semblaient être deux étrangers. Je me suis allongé sur le lit sans même enlever mes chaussures. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé, peut-être aurait-il été moins douloureux de ne pas survivre. Le lendemain, je me suis réveillé au bruit du portail. J'ai regardé l'horloge. Presque midi. Léo devait arriver. Je me suis levé avec difficulté, j'ai pris mes médicaments et je suis descendu lentement. Mon fils aîné est entré avec un sac à dos et l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il s'est arrêté, surpris en me voyant. « Papa, tu es déjà sorti ?»« Hier après-midi, ai-je répondu. Je t'ai envoyé un message. » Il a sorti son téléphone de sa poche et a froncé les sourcils. Plus de batterie. Je me suis assis sur le canapé, écartant quelques vêtements. « Il faut qu'on parle, mon fils. » Léo a jeté son sac par terre et a croisé les bras. « Pas maintenant, papa, je suis mort. J'ai besoin de dormir un peu avant de retourner au travail plus tard. »« Et la maison ? Regarde comment vous avez tout laissé. Le médecin a dit que j'avais besoin de repos absolu pendant 1 mois, que je ne pouvais pas faire d'efforts ni m'énerver. » Il a haussé les épaules. « On nettoiera plus tard. Détends-toi. » Me détendre. Vous avez eu 2 semaines pour ranger ça. J'aurais pu mourir à cet hôpital et vous étiez là à faire la fête? Quelle exagération, papa. Tu vas bien, non? On a juste profité un peu. C'est rare d'avoir la maison pour nous seuls. Cela m'a frappé comme une gifle. Pour vous seul. Cette maison est à moi, Léo. Je l'ai construite de mes propres mains. Vous vivez ici gratuitement. Gratuitement? Sa voix a monté d'une octave. Nous sommes tes fils. Tu as l'obligation de nous entretenir. À ce moment, Hugo est descendu, attiré par la dispute. Il portait les mêmes vêtements que la veille. C'est quoi tout ce bruit? On ne peut pas dormir. S'est-il plaint? Dormir? Il est midi, Hugo. Tu n'as pas cours. Je suis en vacances, a-t-il menti effrontément. Je savais que les cours à l'université avaient repris. Je payais les frais de scolarité religieusement. Écoutez, j'ai besoin que vous rangiez ce bazar. Je ne peux pas vivre dans cette saleté et le médecin a dit que j'avais besoin d'un environnement calme. Les deux se sont regardés. Je ne peux pas, papa, a été le premier à dire Léo. Je suis de garde ce soir à l'entreprise. J'ai besoin de dormir maintenant. Et moi, j'ai prévu de retrouver des amis au centre commercial, a complété Hugo. Je rangerai un peu plus tard. Plus tard, j'ai réalisé que ce plus tard n'arriverait jamais. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la maison encore sale. Le lendemain, j'ai essayé de me lever plus tôt pour nettoyer un peu la cuisine. À peine avais-je commencé que j'ai senti une pointe dans la poitrine. Je me suis assis, respirant profondément, effrayé. Je ne pouvais pas risquer un autre infarctus. Les jours suivants, j'ai tout essayé. J'ai demandé poliment, j'ai supplié, j'ai menacé de couper l'argent de poche, dans le cas d'Hugo. Rien n'a fonctionné. Léo était à peine à la maison, et quand il y était, il s'enfermait dans sa chambre. Hugo vivait collé à sa console de jeu, ses écouteurs l'isolant de mes appels. 1 semaine après ma sortie, la situation a empiré. Le frigo était vide. Il fallait que j'aille au supermarché, mais je ne pouvais pas encore conduire. J'ai demandé à Léo de m'y emmener. « Pas maintenant, papa, j'ai un rendez-vous. C'est important, mon fils. Nous n'avons plus rien à manger. »« Commande sur une application, » a-t-il répondu en fermant la porte de sa chambre. J'ai essayé avec Hugo. Il était dans le salon, en train de jouer. « Mon fils, il faut que j'aille au supermarché. Tu peux m'emmener? C'est juste à 10 minutes. » Il n'a même pas quitté l'écran des yeux. « Je suis en pleine partie en ligne, papa. Je ne peux pas partir maintenant. » « C'est important. Nous n'avons plus à manger. »« Commande une pizza. »« Je ne peux pas manger de pizza. J'ai des restrictions alimentaires maintenant. » Il a mis le jeu en pause et m'a regardé avec irritation. « Toujours une excuse, hein? Toujours besoin de quelque chose. Je n'en peux plus de ce drame de l'infarctus. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Un drame? Tu penses que frôler la mort est un drame? Tout le monde frôle la mort un jour ou l'autre.
a-t-il répondu froidement. Mais tout le monde ne le jette pas à la figure des autres tout le temps. Mon sang n'a fait qu'un tour. Jeté à la figure? Je demande de l'aide pour acheter à manger, Hugo. De la nourriture que tu manges aussi. Je me débrouille avec ce qu'il y a. Si tu ne peux pas y aller, c'est ton problème. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement du manque de respect, c'était de la cruauté. Où étaient un des garçons que j'avais élevés, à qui j'avais appris à dire merci et s'il vous plaît? Qui se levait pour les personnes âgées dans le bus? Qui pleurait quand j'arrivais tard du travail? J'ai dû m'asseoir, respirant profondément pour contrôler la colère et la déception. Hugo a repris son jeu comme si de rien n'était. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un taxi. Je dépenserais de l'argent, que je n'avais pas, mais je devais sortir de cette maison avant de dire quelque chose d'irréparable. Au supermarché, je poussais le chariot lentement, ne prenant que l'essentiel. Une dame âgée a remarqué ma difficulté et m'a demandé si j'allais bien. Je me remets d'un infarctus, ai-je répondu. Et vous êtes venu faire les courses seul? Où est votre famille, mon fils? Je n'ai pas pu répondre. Un nœud s'est formé dans ma gorge. La dame, percevant mon embarras, a souri gentiment et m'a aidé à mettre les courses sur le tapis, une inconnue montrant plus de considération que mes propres enfants. Je suis rentré à la maison et je les ai trouvés tous les deux dans le salon, jouant ensemble aux jeux vidéo, en riant. Ils ne m'ont même pas demandé où j'étais, ni offert leur aide pour les sacs. J'ai rangé les courses en silence, préparé un simple sandwich et suis monté dans ma chambre. Assis sur le bord du lit, j'ai regardé la photo de ma défunte mère sur le mur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maman? Où est-ce que j'ai échoué dans leur éducation? Elle semblait me regarder avec compréhension depuis le cadre photo délavé. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. La douleur dans la poitrine est revenue, mais elle était différente. Elle n'était pas physique, c'était comme si mon cœur était écrasé par un poids invisible. Le poids de l'ingratitude, du manque de respect, du manque d'amour. Pour la première fois, je me suis avoué. Mes fils se fichaient que je vive ou que je meure. Et cette vérité faisait plus mal que n'importe quel infarctus. Le lendemain matin, je me suis levé avant le soleil. J'ai fait un café fort et je me suis assis sur la terrasse arrière, observant le jardin négligé où j'avais autrefois planté un potager. Les légumes étaient à mort depuis longtemps, étouffés par les mauvaises herbes que personne n'avait pris la peine de couper. Cela semblait être une métaphore parfaite de ce qui était arrivé à notre famille. J'ai passé des heures là, me remémorant chaque sacrifice que j'avais fait pour mes fils. Les nuits blanches quand Léo avait eu une pneumonie à 7 ans. Les 3 emplois que j'avais eus quand Hugo avait eu besoin d'un appareil dentaire. Les fêtes d'anniversaire que j'avais organisées seul, même sans savoir faire un gâteau correctement. Les réunions scolaires où je me sentais déplacé parmi tant de mères, mais auxquelles je n'avais jamais manqué. J'ai aussi pensé à Isabelle. Quand elle est partie, elle a promis d'envoyer de l'argent pour aider à élever les garçons. Elle n'a jamais tenu parole. Ils ne recevaient même pas d'appel pour leur anniversaire. Et malgré tout, je n'ai jamais mal parlé d'elle devant eux. Respectez votre mère, disais-je, ravalant mon amertume. C'était peut-être mon erreur. Peut-être aurais-je dû leur montrer à quel point la vie peut être dure quand on n'a personne. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Jean-Pierre. « Comment ça va, mon ami? Je peux passer aujourd'hui ?» J'ai répondu que oui. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprenait. Jean-Pierre est arrivé en début d'après-midi, apportant un gâteau que sa femme, Madame Cécile, avait fait pour moi. Un geste simple qui m'a ému plus qu'il n'aurait dû. « Tu as une sale mine, Antoine », a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine que je venais de nettoyer. Je lui ai tout raconté. Le comportement des garçons, le manque de considération, la maison en désordre, les mots cruels. Jean-Pierre m'a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. « Tu sais ce que je ferais ?» a-t-il dit finalement, en se grattant la barbe grisonnante. « Je leur donnerai une leçon de réalité. Ces garçons n'ont jamais eu à se débrouiller seuls. Ils ne connaissent pas la valeur d'un toit, d'un repas sur la table. Et comment je fais ça, Jean-Pierre? Je suis faible, malade. » Il m'a regardé sérieusement. « Justement, tu dois te rétablir en paix, et ils doivent grandir. » Il a fait une pause. « Mets-les dehors, mon ami. » « Dehors? Pour aller où? »
Leur problème, Léo travaille, qu'il loue un endroit. Hugo, qu'il aille vivre avec un ami, ou qu'il cherche sa mère à Lyon. L'important, c'est qu'ils comprennent que rien dans la vie n'est gratuit. L'idée m'a effrayé. Mettre mes propres fils à la porte? En serais-je capable? Quand Jean-Pierre est parti, j'ai réfléchi à notre conversation. Dans le salon, Léo et Hugo regardaient un match de football entouré de canettes de bière et de paquets de chips. Ils ne m'ont même pas invité à m'asseoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir à nouveau. L'idée de Jean-Pierre martelait dans ma tête. Était-ce un acte de cruauté ou d'amour? Étais-je vraiment prêt à rester, seul dans cette maison? Je me suis souvenu de mon père, un homme sévère qui m'a mis au travail à 14 ans. À l'époque, je le trouvais trop dur. Aujourd'hui, je comprenais qu'il essayait de me préparer au monde. Peut-être avais-je échoué en cela avec mes fils. Le matin, j'ai pris ma décision. J'ai attendu le déjeuner, sachant qu'ils seraient tous les deux à la maison. J'ai préparé une simple assiette de pâtes, le seul plat que je savais faire raisonnablement bien, et je les ai appelés pour manger. « Il faut qu'on parle », ai-je annoncé après qu'ils se soient servis. Léo a levé les yeux au ciel. « Ça y est, le sermon. » « Ce n'est pas un sermon, » ai-je répondu en gardant une voix calme. « C'est une décision que j'ai prise. » Ils ont continué à manger, à peine attentifs. « Vous avez 1 semaine pour trouver un autre endroit où vivre. » La fourchette d'Hugo s'est arrêtée en l'air. Léo s'est étouffé avec sa nourriture. « C'est quoi cette histoire, papa ?» a demandé Léo une fois qu'il a retrouvé la parole. « C'est exactement ce que vous avez entendu. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai besoin de paix pour me rétablir. Et vous devez apprendre à vous débrouiller. » Hugo a jeté sa fourchette dans l'assiette. « Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes fils. » « Exactement. Vous êtes mes fils, pas mes propriétaires. Je vous ai tout donné et en retour, je reçois du manque de respect et de l'indifférence. C'est fini. »« Tu es fou, le vieux ?» Léo s'est levé. « Où est-ce qu'on va vivre ?»« Votre problème. Tu travailles, Léo. Loue un appartement. Emmène ton frère avec toi. Avec ce que je gagne, c'est à peine assez pour moi. » Alors Hugo n'a qu'à chercher un travail, ou aller vivre avec votre mère à Lyon. Maman? Hugo a ri amèrement. Celle qui n'appelle jamais, qui ne se souvient même pas qu'on existe? Au moins sur ce point, nous sommes d'accord, ai-je répondu. Elle vous a abandonné. Mais la différence, c'est que je suis resté. J'ai pris soin de vous. Je me suis sacrifié. Et maintenant que j'ai besoin d'aide, vous me traitez comme un fardeau. C'est ridicule. Léo a frappé sur la table. « Tu ne peux pas nous expulser de notre propre maison. Cette maison est à moi. Je l'ai construite. Je paie les factures. Vous êtes des adultes maintenant, vivant ici gratuitement. Et les faveurs ont des limites. » Ils ont commencé à crier en même temps. Accusations, menaces, chantage émotionnel. Je les ai laissés parler, vider leur sac. Quand ils se sont finalement tus, j'ai continué calmement. 1 semaine. Après ça, je changerai les serrures. Tu n'oserais pas, a défié Hugo. Je l'ai regardé dans les yeux. Mets-moi au défi. Je suis sorti de la cuisine, les laissant abasourdis. Je suis monté dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas l'infarctus. C'était de l'adrénaline, de la peur, de la détermination. Les jours suivants, la maison s'est transformée en un champ de bataille froid. Léo m'adressait à peine la parole. Hugo a essayé quelques tactiques, de faire comme si de rien n'était à pleurer à chaudes larmes en demandant pardon. Je n'ai pas cédé. Vous ne réalisez la valeur de quelque chose que lorsque vous le perdez, lui ai-je dit. Il est peut-être temps d'apprendre cette leçon. Le 5e jour, Léo a annoncé qu'il avait trouvé un appartement à louer. Petit, loin du travail, mais c'était ce qu'il pouvait se permettre. Hugo vient avec moi, a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Au moins au début, j'ai hoché la tête. Bonne décision. Le dernier jour, je les ai observés faire leurs valises. Une partie de moi voulait faire marche arrière, leur dire qu'ils pouvaient rester, mais je savais que ce serait seulement reporter l'inévitable. Ils avaient besoin de cette leçon. Quand ils sont partis, il n'y a eu ni câlin, ni adieu chaleureux. Juste un « on se voit » de Léo et un regard plein de ressentiment d'Hugo. Le son de la porte se fermant a résonné dans la maison vide.
Pour la première fois en près de 30 ans, j'étais complètement seul. Je me suis assis dans le fauteuil du salon, émotionnellement épuisé. Avais-je fait le bon choix? Ou venais-je de commettre la plus grande erreur de ma vie? Je ne savais pas. Je savais seulement que pour la première fois depuis des semaines, la maison était silencieuse. Un silence qui faisait mal mais qui était peut-être nécessaire pour que nous puissions tous penser nos blessures, les physiques et les invisibles. Le premier jour seul a été étrange. Je me suis réveillé en sursaut, comme toujours, prêt à crier aux garçons de se lever. Mais il n'y avait personne à réveiller. Le silence était presque palpable. J'ai préparé du café juste pour moi. Une tasse, une cuillère, un morceau de pain. Tout était simple, sans gaspillage. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre le jardin. Un couple de mésanges faisait son nid dans le pommier. Je n'avais jamais remarqué cela avant. J'ai lavé ma tasse et je l'ai rangée. La cuisine est restée propre. Pas d'assiette jetée dans l'évier, pas de miettes par terre. C'était étrange mais réconfortant. J'ai pris mes médicaments et je suis allé au salon. J'ai allumé la télévision sur le journal de 13 heures et j'ai monté le volume sans craindre de déranger personne. De petits plaisirs que j'avais oubliés. L'après-midi, j'ai reçu la visite de Madame Dubois, ma voisine depuis 15 ans. Elle m'a apporté un bouillon de poule fait spécialement pour moi. J'ai appris que vos garçons ont quitté la maison, a-t-elle dit en me tendant la casserole encore chaude. Tout le quartier en parle. Ça ne me surprend pas, ai-je répondu en l'invitant à entrer. Ici, tout le monde connaît la vie de tout le monde. C'est vrai, a-t-elle ri en s'asseyant sur le canapé. Mais dites-moi, monsieur Antoine, comment? Vous sentez-vous seul? J'ai réfléchi un peu avant de répondre. Vous savez, Madame Dubois, c'est étrange. Je me sens seul, oui. Mais je me sens aussi en paix. Elle a hoché la tête, compréhensive. Parfois, nous avons besoin de silence pour entendre notre propre cœur, n'est-ce pas? Nous avons parlé pendant près d'1 heure. De la vie, des enfants. Elle en avait 3, tous mariés et vivant dans d'autres villes. Du vieillissement. Quand elle est partie, j'ai réalisé que c'était la conversation la plus agréable que j'avais eue depuis des semaines. Les jours suivants, j'ai établi une routine. Je me levais tôt, prenais mes médicaments, marchais un peu dans le jardin comme le médecin l'avait recommandé. Ensuite, je lisais le journal que M. Durand, le marchand de journaux, laissait à ma porte. L'après-midi, je regardais mes feuilletons sans que personne ne se moque de moi. La maison a lentement retrouvé sa dignité. J'ai nettoyé ce que je pouvais en respectant mes limites physiques. J'ai rangé ma chambre, changé les draps. J'ai remis les photos des garçons sur la table de chevet, mais tourné vers moi maintenant, pas vers la porte comme si j'attendais qu'ils entrent à tout moment. La première semaine, le téléphone a sonné quelques fois. C'était toujours Jean-Pierre, inquiet. « Comment vas-tu, mon ami ?»« Je vais bien, Jean-Pierre, mieux de jour en jour. » Les garçons ont appelé ? Pas encore, mais ils appelleront. Ils ont juste besoin de temps. Je ne savais pas si j'y croyais, mais j'avais besoin de le dire à voix haute pour me convaincre. La deuxième semaine, la solitude a commencé à peser. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Le silence qui était auparavant le bienvenu devenait oppressant après. Le coucher du soleil, j'allumais la télévision juste pour avoir un bruit de fond. Parfois, je me surprenais à parler tout seul, commentant les nouvelles comme je le faisais avec Léo. J'ai reçu quelques appels de numéros inconnus auxquels je n'ai pas répondu. J'ai imaginé que c'était peut-être les garçons utilisant les téléphones d'amis. Mais je n'étais pas prêt à céder si facilement. S'ils voulaient me parler, ils devaient être directs. Le dimanche de la 3e semaine, je déjeunais seul quand on a frappé à la porte. Mon cœur s'est accéléré. Était-ce l'un des garçons? J'ai ouvert avec impatience, mais ce n'était que le livreur de prospectus du supermarché. « Vous allez bien, monsieur ?» a demandé le jeune homme, remarquant mon expression déçue. « Je vais bien, mon fils. Merci de demander. » Cette simple question d'un étranger m'a fait réaliser à quel point j'étais en manque de connexion humaine. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma sœur Sylvie, qui vivait à Bordeaux. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. « Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est mort ?»« Non, Sylvie, je voulais juste parler un peu. » Je lui ai parlé de mon infarctus, des garçons. Elle a été indignée. « Quel culot! Après tout ce que tu as fait pour eux, tu veux que je vienne passer quelques jours avec toi ?»
Pas besoin, ma sœur. Je m'adapte. Et pour être honnête, j'apprécie même d'avoir mon propre espace. C'était partiellement vrai. La maison était plus organisée que jamais. Les factures, plus basses. Le seul bruit était celui que je faisais moi-même. Je pouvais dormir et me réveiller aux heures que je voulais. Regarder ce qui me plaisait à la télé. Le frigo ne contenait que des aliments sains, comme le médecin l'avait recommandé. Mais parfois, je me surprenais à regarder la porte, attendant d'entendre la clé tourner, ou à passer devant les chambres vides des garçons, me souvenant de quand ils étaient petits et m'appelaient pour chasser les monstres sous le lit. Un soir, je suis entré dans la chambre d'Hugo. Elle avait encore son odeur, un mélange de déodorant bon marché et de cette odeur particulière que les mères et les pères reconnaissent même les yeux fermés. Je me suis assis sur le lit, regardant les posters de groupe qu'il avait collés au mur. Il avait laissé tellement de choses derrière lui. Reviendrait-il les chercher? Dans la chambre de Léo, l'organisation contrastait avec le chaos de son frère. Des livres alignés, le lit, fait, surprise, quelques vêtements pliés qui n'avaient pas tenu dans la valise. Sur le bureau, j'ai trouvé un cadre photo que je ne connaissais pas. C'était une vieille photo de quand Léo avait environ 10 ans. Nous étions tous les deux à la plage de la Baule construisant un château de sable. Je souriais à l'appareil, fier. Il me regardait avec admiration. Quand ce regard avait-il changé? À quel moment la fierté s'était-elle transformée en déception? J'ai remis le cadre en place et je suis sorti, fermant la porte. Je n'entrerai plus dans leur chambre. Ces pièces appartenaient au passé maintenant, et je devais regarder vers l'avenir, aussi solitaire qu'il puisse paraître. Un mois s'est écoulé. Les consultations médicales montraient que j'allais mieux. Le docteur Martin semblait satisfait de ma convalescence. Monsieur Antoine, vous suivez toutes les recommandations à la lettre, hein? Tension contrôlée, pas de sel, exercice léger, ça fait plaisir à voir. Je ne lui ai pas dit qu'une partie de mon amélioration était due à l'absence de stress à la maison. Comment expliquer à un médecin que mettre ses propres fils à la porte a été thérapeutique? Il penserait que je suis un monstre. Parfois, je le pensais moi-même. Pendant les nuits d'insomnie qui étaient encore fréquentes, je me demandais si j'avais été trop dur. Peut-être aurais-je pu essayer de parler plus, d'expliquer mieux ce que je ressentais. Peut-être que l'ultimatum avait été précipité. Mais alors je me souvenais des mots cruels d'Hugo, de l'indifférence de Léo, et le doute se dissipait. Ils avaient besoin de cette leçon. Un samedi après-midi, alors que je taillais les rosiers du jardin de devant, une activité que le docteur Martin m'avait finalement autorisé à faire, une voiture inconnue s'est arrêtée devant la maison. C'était un VTC. En est sortie une femme que je n'avais pas vue depuis des années. Isabelle, mon ex-femme et la mère de mes enfants. Le temps n'avait pas été tendre avec elle. Ses cheveux, autrefois noirs et brillants, étaient clairsemés et grisonnants. Son visage, que j'avais un jour trouvé beau, portait des marques d'expression profonde. Malgré tout, j'ai immédiatement reconnu cette façon de marcher comme si le monde lui devait quelque chose. « Antoine » a-t-elle salué sèchement. « Isabelle » ai-je répondu sur le même ton. « Qu'est-ce que tu fais ici » Elle a ajusté son sac sur son épaule, mal à l'aise. Je suis venu parler des garçons. J'ai indiqué la terrasse d'un geste. Je ne l'inviterai pas à entrer. Cette maison, qui avait un jour été la nôtre, était maintenant seulement la mienne. Nous nous sommes assis sur les chaises en osier délavé. Hugo m'a appelé, a-t-elle commencé. Il a dit que tu les avais mis à la porte. Mettre à la porte est un mot fort. Je leur ai demandé de trouver leur propre chemin. Elle a eu un rire sec. Toujours avec tes belles paroles, n'est-ce pas? Le fait est que tu as mis nos enfants à la rue. Nos enfants? C'est drôle que tu dises ça après presque 10 ans sans te montrer, sans envoyer un centime pour aider à leur éducation, sans même un appel pour Noël. Elle a détourné le regard. J'avais mes raisons. Nous en avons tous. La mienne a été de survivre à un infarctus et de réaliser que j'avais élevé 2 adultes qui se fichaient que je vive ou que je meure. Isabelle a semblé surprise. Un infarctus? Quand? Le mois dernier. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Les garçons sont à peine venus me voir. Et quand je suis rentré, ils m'ont traité comme un fardeau. Elle est restée silencieuse un moment.
peut-être en train de calculer comment utiliser cette information à son avantage. Écoute, Antoine, je ne suis pas venu ici pour discuter du passé. Je suis venu parce que les garçons vont mal. Léo cumule 2 emplois pour payer l'appartement. Hugo a dû abandonner ses études parce qu'il ne peut pas payer. J'ai senti un pincement au cœur qui n'avait rien à voir avec ma maladie cardiaque. Mes fils souffraient. Une partie de moi, la partie père, voulait courir pour les aider, mais une autre partie, celle qui avait été profondément blessée, résistait. Ils doivent apprendre, Isabelle. La vie n'est pas facile. Je n'avais personne pour me donner un toit et à manger quand j'avais leur âge. Mais tu es leur père, tu as une responsabilité. Je l'ai eue, pendant des années, seul. Maintenant, c'est à leur tour d'assumer la leur. Elle a secoué, la tête contrariée. Je n'aurais jamais pensé que tu en serais capable. J'ai toujours cru que ton problème était d'être trop mou avec eux. Les gens changent. J'ai failli mourir, Isabelle. Ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Nous sommes restés silencieux, observant l'animation de la rue. Un garçon faisait du vélo étranger au drame des adultes. Comme j'aurais voulu retrouver cette innocence. Hugo a demandé à vivre avec moi, a-t-elle finalement dit. À Lyon. Cela m'a pris par surprise. Et qu'as-tu dit? Que mon appartement est petit. Que mon mari, ex-mari en fait nous nous sommes séparés l'année dernière, n'aimerait pas ça. Qu'il devait régler les choses avec toi. Typique d'Isabelle. Toujours à fuir ses responsabilités. Alors tu es venu ici pour que je revienne sur ma décision? Pour que je les reprenne et que tu puisses continuer ta vie sans souci? Elle a eu la décence de paraître embarrassée. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est exactement ça. Tu les as abandonnés quand ils étaient enfants. Et maintenant tu ne veux pas t'occuper d'eux en tant qu'adulte. Mais tu sais quoi? Je ne suis plus en colère contre toi. Vraiment pas. En fait, je comprends même pourquoi tu es parti. Tu comprends? Oui? Tu n'étais pas prête à être mère. Moi par contre j'ai embrassé la paternité de toutes mes forces. J'ai travaillé double, triple. J'ai tout donné de moi. Et tu sais ce que j'ai reçu en retour? De l'ingratitude. Isabelle semblait mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Écoute Antoine, je ne suis pas venu ici pour être jugé. Je ne te juge pas non plus. Je constate juste des faits. Tu les as abandonnés physiquement. J'ai peut-être échoué d'une autre manière, en les gâtant trop, en ne fixant pas de limites. Le résultat, ce sont 2 jeunes adultes qui pensent que le monde leur doit quelque chose. Elle s'est levée, ajustant sa jupe. Alors tu ne vas pas revenir en arrière? Tu ne vas pas les aider? J'ai réfléchi un instant. Je n'ai pas dit ça. La porte est ouverte, Isabelle. Mais avec des conditions maintenant. Du respect, une contribution, de la considération. S'ils acceptent ça, ils peuvent revenir. Sinon qu'ils suivent leur chemin. Elle a hoché la tête, prenant son sac. Je vais leur dire. Avant de partir, elle s'est arrêtée et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Tu as changé, Antoine. Avant, je te manipulais facilement. Comme je l'ai dit, frôler la mort change nos perspectives. Elle est montée dans le VTC et est partie, laissant dans l'air un léger parfum de regret, le sien ou le mien, je n'aurais su le dire. Ce soir-là, assis sur la terrasse avec une tasse de tisane à la camomille, j'ai observé les étoiles. Le ciel était exceptionnellement clair. J'ai pensé aux garçons. Allaient-ils bien? Mangeaient-ils correctement? Est-ce que je leur manquais comme ils me manquaient? Pour la première fois depuis leur départ, j'ai pleuré. Non de colère ou de frustration, mais de nostalgie, d'amour. Parce que malgré tout, ils étaient mes fils, mon sang. Et je donnerais ma vie pour eux, même s'ils ne feraient pas la même chose pour moi. 6 semaines après le départ des garçons, je me suis réveillé au son de la pluie battant contre la fenêtre. Un orage d'été était arrivé pendant la nuit. Je me suis levé lentement. Mes mouvements ne faisaient plus aussi mal qu'avant, et je suis allé préparer mon café. La sonnette a retenti alors que je finissais de laver ma tasse. Étrange, pensais-je. Qui sortirait par ce temps? J'ai ouvert la porte et je suis resté paralysé une seconde. Hugo était debout sur le seuil, trempé de la tête aux pieds. Il paille.
n'avait qu'un vieux sac à dos sur les épaules. Ses yeux, mes yeux en fait, hérités de moi, étaient rouges. Je ne pouvais pas dire si c'était de la fatigue ou s'il avait pleuré. « Je peux entrer, papa ?» J'ai ouvert plus grand là. Porte-moi sans rien dire. Il est entré, laissant une traînée d'eau sur son passage. « Attends ici », ai-je dit en allant chercher une serviette. Quand je suis revenu, il était toujours au même endroit, regardant le sol comme un chien perdu. Je lui ai tendu la serviette. Et il a commencé à se sécher. « Tu es seul? Où est ton frère ?» Léo est toujours dans l'appartement. Il a trouvé un collègue pour partager le loyer. « Et toi? Tu viens de Lyon ?» Il a semblé confus. « Lyon? Ta mère m'a dit que tu voulais aller vivre avec elle. »« Ah, ça. » Il a eu un sourire triste. Elle ne m'a pas accepté. Elle a dit qu'elle n'avait pas de place, que sa vie était déjà organisée. Typique, non? J'ai senti une pointe de colère envers Isabelle, mais aussi de la compassion pour mon fils. Je connaissais bien ce rejet. Tu peux prendre une douche chaude et mettre des vêtements secs, il reste quelques affaires à toi dans ta chambre. Il a hoché la tête, reconnaissant, et a monté les escaliers. Pendant que j'attendais, j'ai préparé un café plus fort et j'ai sorti quelques tranches de pain. Hugo est revenu 20 minutes plus tard, vêtu d'un vieux t-shirt et d'un short, qui lui allait à peine. Il avait maigri. « Assieds-toi, mon fils, mange quelque chose. » Il s'est assis à la table de la cuisine au même endroit où nous avions eu notre dernière dispute. Il a mangé avec voracité, comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Peut-être que non d'ailleurs. « Comment es-tu venu ?» ai-je demandé quand il a terminé sa deuxième tasse de café. « En bus. J'ai quitté l'appartement hier soir. Léo et moi, on s'est disputés. »« Pourquoi ?» ?»« Il pense qu'on devrait te demander de l'aide. Moi, je pensais que non. Qu'on devait se débrouiller seul, prouver qu'on y arrivait. Et qu'est-ce qui a changé ? » Il a regardé ses mains, qui tremblaient légèrement. « J'ai réalisé que je n'y arrive pas. J'ai raté mon semestre à la fac. Je ne trouve pas de travail. L'argent est fini. Et Léo travaille tellement que je le vois à peine. » Nous sommes restés silencieux, seul le son de la pluie remplissant la pièce. Je savais que je devais dire quelque chose, mais je voulais qu'il parle le premier, qu'il exprime ce qu'il ressentait. « J'ai été un idiot, papa, » a-t-il finalement dit, la voix brisée. « Un parfait idiot. Tu as failli mourir et moi, je ne pensais qu'à moi, à mon jeu, à mes affaires. » Une larme a coulé, sur sa joue, suivie d'une autre. Il ne les a pas essuyées. « Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu faisais pour nous jusqu'à ce que je doive tout faire seul. Laver le linge, cuisiner, nettoyer, et en plus étudier, chercher du travail. C'est impossible. » « Ce n'est pas impossible, » ai-je répondu calmement. Je l'ai fait pendant des années, seul, avec 2 jeunes enfants. Il a hoché la tête, honteux. Je sais, et on n'a jamais remercié, on n'a jamais réalisé. Je me suis penché sur la table et j'ai posé ma main sur la sienne. « Pourquoi es-tu revenu, Hugo? Sois honnête. » Il a pris une profonde inspiration. « Parce que je n'ai nulle part où aller, parce que je suis désespéré. » Ça m'a fait mal. De l'entendre, mais j'ai apprécié l'honnêteté. Seulement pour ça? Non, a-t-il admis après un moment. Aussi parce que tu me manques, la maison, la nourriture, la famille. J'ai serré sa main. Vous me manquez aussi, tous les jours. Alors, je peux rester? La question est sortie comme un murmure. Tu peux, mais à certaines conditions. Ses yeux se sont levés, attentifs. Premièrement, le respect. Pas seulement en parole, mais en acte. Deuxièmement, la contribution. Tu vas aider aux tâches ménagères. Laver, repasser, cuisiner, nettoyer, sans discussion. Troisièmement, études ou travail. Je ne vais pas entretenir un fainéant. Je ne suis pas un fainéant, a-t-il protesté légèrement. Alors prouve-le. Retourne à la fac au prochain semestre. D'ici là, trouve un travail, n'importe lequel, mais fais quelque chose d'utile de ton temps. Et pour le loyer? Pour l'instant, je ne te ferai pas payer. Mais je veux voir des efforts, Hugo, de l'engagement. Et si tu retombes dans ton ancien comportement, tu repartiras, sans discussion. Il a acquiescé de la tête. C'est juste. Il y a encore une chose, ai-je ajouté. Je veux que tu appelles ton frère. Dis-lui que tu es ici, que tu vas bien.
Léo ne reviendra pas, papa. Il est trop fier. Peut-être, mais la porte est ouverte pour lui aussi, aux mêmes conditions. Hugo a promis d'appeler plus tard. Nous avons terminé le café dans un silence plus confortable maintenant. Le son de la pluie créant une bande sonore parfaite pour notre nouveau départ. Plus tard, je l'ai aidé à ranger sa chambre. J'ai mis des draps propres sur le lit. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer. Il a organisé le peu qu'il avait apporté dans son sac à dos. « Pourquoi as-tu gardé mes affaires ?» a-t-il demandé, remarquant que rien n'avait été jeté. « Parce qu'elles sont à toi », ai-je répondu simplement. « Et parce que, au fond, j'espérais que tu reviendrais. » Il a souri, le premier sourire sincère depuis longtemps. « Merci, papa. » Ce soir-là, nous avons dîné ensemble à la table de la cuisine. Hugo avait préparé des nouilles instantanées, la seule chose qu'il savait faire. C'était horrible, mais j'ai tout mangé sans me plaindre. Demain, je t'apprendrai à faire de vraies pâtes, ai-je promis. Tu sais cuisiner? Depuis quand? Depuis toujours. Je vous laissais juste croire que non pour ne pas avoir à tout faire seul. Il a ri, surpris. Tu es plein de surprises, papa. La vie est pleine de surprises, mon fils. Des bonnes, des mauvaises. L'important, c'est comment on y fait face. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon pour regarder le journal. Comme au bon vieux temps, mais différent. Il y avait un nouveau respect dans l'air. Une nouvelle compréhension. Quand il est allé se coucher, Hugo s'est arrêté à la porte de sa chambre. « Tu penses qu'un jour on redeviendra comme avant? Une vraie famille ?» J'ai réfléchi avant de répondre. « Non, nous ne redeviendrons pas comme avant. » J'ai vu son visage se décomposer. « Nous serons meilleurs. » Il a souri, soulagé, et a fermé la porte. Je suis resté éveillé tard, pensant à tout ce qui s'était passé. À l'infarctus qui a failli me tuer mais qui a peut-être sauvé ma famille. À la douleur que j'ai ressentie, physique et émotionnelle. Aux larmes, aux absences, au silence. Et maintenant, à la seconde chance. Dehors, la pluie avait cessé. Les étoiles brillaient à nouveau. Demain serait un nouveau jour. Peut-être que Léo appellerait, peut-être pas. Je n'avais aucun contrôle là-dessus. Ce que j'avais, c'était ma vie de retour. Mon fils de retour. Non pas comme un enfant dépendant, mais comme un jeune adulte prêt à grandir. Et ça, pour un père, c'est la plus grande victoire possible.